Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi ici de résoudre cet exercice relativement court en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir bien, à quel moment je vous aurai arnaqué. Et bien évidemment, en fin de vidéo, je dévoile l'arnaque et je vous indique une correction valide. C'est parti. Oui, n'oubliez pas, non, oubliez. Évitez plutôt, pardon, la section commentaires avant d'avoir regardé la vidéo pour ne pas vous faire spoiler, sauf si vous voulez prendre des risques, ou si vous voulez mettre des pronostics quant à l'arnaque que je vous ferai subir. Auquel cas, merci de bien vouloir faire précéder vos pronostics de mention spoil pour éviter de gâcher l'arnaque au suivant. Voilà. C'est parti, soit f, une application injective, une application de n dans n injective, montrer que f de n tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Et question 2, a-t-on le même résultat pour f surjective? On y va. Alors, bon, une application injective, bon, c'est-à-dire que elle ne pourra pas passer prendre deux fois la même valeur. Si je prends n1 et n2, deux entiers naturels distincts, f de n1 est forcément différent de f de n2. Je vois intuitivement pourquoi ça impliquerait que forcément on irait de plus en plus haut, il faudrait aller chercher toujours plus haut et tendre donc vers plus l'infini. Comment faire ça rigoureusement? Je vais essayer de construire un truc. Je vais leur dire, écoutez, pour tout n appartenant à grand N, f de n plus 1, f de n plus 1 n'appartient pas à l'ensemble f de 0, f de 1, jusqu'à f de n. Donc, si les images de 0, de 1 et de n par cette application sont connues, f de n plus 1 ne fera pas partie de cet ensemble. Il faudra aller chercher plus haut. En particulier, f de n plus 1 va être strictement plus grand que le maximum de cet ensemble, le maximum des éléments f de 0, f de 1 jusqu'à f de n. C'est pas mal ça. Donc si c'est plus grand que le maximum de tout le monde, en particulier, sommes-nous d'accord que f de n plus 1 va être plus grand que f de n? Et que du coup, si f de n plus 1, qui est un entier naturel, est plus grand strictement que f de n, qui est un entier naturel, je vais avoir f de n plus 1 plus grand ou égal à f de n, le tout plus 1. Et ça c'est cool. Parce que du coup, par récurrence relativement immédiate, je vais voir que pour tout n appartenant à grand N, f de n va être supérieur ou égal à n plus f de 0. Oui, f de 1 va être supérieur ou égal à f de 0 le tout plus 1, f de 2 va être supérieur ou égal à f de 1 le tout plus 1, donc à f de 0 le tout plus 2, etc. etc. Bon c'est nickel ça. Ça tend vers quoi? Quand n tend vers plus l'infini? Ça tend vers plus l'infini. Donc, par théorème de comparaison, f de n va tendre vers plus l'infini comme promis, quoi. Limite, quand n tend vers plus l'infini de f de n, égale plus l'infini. C'est réglé. Ok. A-t-on le même résultat pour f surjective? Intuitivement, j'ai envie de dire non. Que nous promet une application surjective? Elle nous promet que tous les éléments de l'espace d'arrivée, en l'occurrence ici grand N, admettent au moins un antécédent par cette application petit f. Donc tous les entiers naturels vont être atteints. Mais est-ce que pour autant ça veut dire que f va tendre vers plus l'infini? Non, je peux déranger les choses, contrairement à la situation en 1 où je montais comme ça jusqu'en l'infini. En 2, je vais essayer de déranger les choses. Je vais donner un contre-exemple. Contre-exemple. On va essayer de jouer avec les pairs et les impairs, par exemple. Les antinaturels pairs et les antinaturels impairs. F qui irait de n dans n. Et qui à n associerait n si n est impair, et n sur 2, par exemple, si n est pair. F est-elle bien surjective? Je vais montrer que f est surjective. Soit, on prend un élément de l'espace d'arrivée. Soit
petit n appartenant à grand N. Il serait l'image de qui? On va aller très très vite. Que vaut f de 2n? 2n est un nombre pair. Donc son image, avec la recette qui est là, c'est f de 2n sur 2. Ça fait donc f de n. Qu'est-ce que je raconte? Pardon. Je me suis emmêlé les pinceaux, pardon, c'était pas voulu. F de 2n, je voulais dire, je sais pas pourquoi j'ai mis un f, c'est 2n sur 2, selon la recette. Et donc c'est n. J'ai pris un n antinaturel quelconque, il est l'image de quelqu'un. Et 2n qui appartient à grand N, quoi. Il pourrait être l'image de quelqu'un d'autre. Hein. Si n est en plus impair, il est aussi l'image de lui-même. Mais bon, en tout cas, moi je veux juste montrer qu'il est l'image de quelqu'un, qu'il admet un antécédent par l'application f dans grand N. C'est le cas. Donc f est bien surjective. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle fait f? Hop. À 0, elle associe 0. Oui, 0 sur 2, 0. À 1, elle associe 1. À 2, elle va associer 1. À 3, elle va associer 3. Donc ça monte. Mais à 4, elle va associer 2. Boum, on descend à chaque fois. On monte certes, mais on redescend ensuite. On ne tend pas vers plus l'infini. Et pourtant, f de n ne tend pas vers plus l'infini quand n vers plus l'infini. Je tiens mon contre-exemple. Je n'ai pas le même résultat pour f surjective. Bon, alors je dois vous avouer que j'ai peut-être été un peu gourmand là sur l'arnaque. Autant l'arnaque de la 1 me semble relativement fine pour pouvoir passer chez beaucoup de gens. Autant la 2, bon, j'abuse. Bon, je commence par la 2. Contre-exemple. Oui, bien sûr, elle est surjective. Bon, la preuve de la surjectivité, en fait, j'essaye de vous faire diversion en prouvant bien qu'elle est surjective, mais en prouvant assez mal que la limite de ça, c'est pas plus l'infini. Bien sûr que si, en fait. Je peux parler des limites des suites extraites f de 2p et f de 2p plus 1. F de 2p plus 1, c'est toujours égal à 2p plus 1. Ça tend vers plus l'infini quand p tend vers plus l'infini. Et f de 2p, c'est égal à p, et ça tend vers plus l'infini quand p tend vers plus l'infini. Quand j'ai les deux suites extraites U2P, U2P plus 1 qui tendent toutes les deux vers plus l'infini, bah ma suite UP, UN, ici en l'occurrence, tend vers plus l'infini. Bien sûr que si. C'est pas parce que je divise par deux, mais je divise par deux des choses de plus en plus grandes. Donc les termes impairs vont tendre vers plus l'infini, mais les termes pairs aussi, même s'ils se font un peu écraser. Il aurait suffi pour que ça marche, tout simplement, je sais pas, enfin, pourquoi je vous embêtais avec une telle arnaque, j'hésitais à faire une arnaque juste en 1 et de faire que la question 1, mais c'était pour encore plus noyer le poisson, pardon. J'aurais juste pu dire... au lieu de mettre n sur 2, j'aurais pu mettre 0, quoi. 0 si n est pair. Là, je sais que je tends pas vers plus l'infini. Parce que la sous-suite des termes d'indices impairs va tendre vers plus l'infini, mais la sous-suite des termes d'indices pairs va tendre vers 0. Ça si vous avez déjà parlé des suites extraites des termes pairs et des indices impairs en cours. Donc, un terme sur 2 va être nul. Donc, d'accord, les termes impairs vont monter, un terme sur 2 des pairs vont être nuls. Et je casse aussi, si vous êtes encore en terminale par exemple, et que vous avez le courage de regarder ça, bon, pour que vous compreniez ce que c'est qu'injective et surjective, bah, vous revenez à la définition de limite quand n tend vers plus l'infini de un égale plus l'infini, et vous la cassez. Il faudrait, pour que cette définition soit vraie, que pour toute barrière, pour tout grand M imposé, strictement positif, il existe un rang à partir duquel les termes de ma suite sont au-dessus et ne descendent pas en dessous. Ce qui est complètement faux avec ma suite. Avec ma suite f de n ici. Parce que je ne fais... un terme sur 2 redescend vers 0. Donc je casse la chose. Je casse la chose avec f, une application qui serait là, et qui a n associerait n si n est impair, et 0 si n est pair. Attendez. Je m'arnaque moi-même, vous voyez. Ça tombe bien, je vais garder ça au montage, parce que c'est assez, c'est assez révélateur de ce qui peut se passer. Là, pour le coup, elle serait plus surjective, mon application. Ok, j'ai attaqué le 2, donc le 2 c'est... En fait c'est plus rigolo que ça en a l'air. Elle serait plus surjective parce qu'elle ne me renverrait que les termes impairs, malheureusement. Donc il faudrait peut-être que cette application, plutôt que celle-là, je vais la construire plus proprement, f, tac, allez, qui va de n dans n, et qui a n associé, donc je dirais n sur 2 si n est pair, et 0 si n est impair. Voilà. Là, je suis sûr d'avoir tout le monde. Et ma preuve de la surjectivité sera la même que celle que j'ai faite pendant l'arnaque.
vous prenez n'importe quel n appartenant à grand N, f de 2n, ça fera votre petit n. Donc tout petit n de grand N admet un antécédent par cette application f surjective, qui est donc surjective, et pourtant sa limite, comme je l'ai expliqué, sa limite quand n tend vers plus l'infini n'est pas plus l'infini. Vous avez la sous-suite des termes d'indice impair qui tend vers 0. Voilà. Ok, revenons à la 1 maintenant. La 1, j'ai prétendu... Alors, ça c'est complètement exact. J'ai dit que pour tout n appartenant à grand N, f de n plus 1 n'était ni f de 0, ni f de 1, ni jusqu'à f de n. La arnaque est là. Pourquoi je serais plus grand que tout le monde, que le max de ces messieurs? Pourquoi je serais plus grand que ces messieurs-là? Mettez que f de 0 c'est 40, f de 1 c'est 10, et f de 2 c'est 5. Qui interdit à f de 3 d'être égal à 0? De redescendre, quoi. Ou f de 3 d'être égal à aucun des trois mentionnés avant, mais pas forcément en étant plus grand. Ça, la petite 1, ça aurait été une bonne preuve si l'énoncé avait été un peu plus simple. Soit f de n dans n une application strictement croissante, montrer que f de n tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et non, c'est pas trivial comme énoncé, parce que en soi, une application strictement croissante, bon, de n dans n, c'est facile, quoi, mais de r dans r, une application strictement croissante ne tend pas forcément vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc là, ça aurait été intéressant de dire, ok, de n dans n, on aurait ce raisonnement, et donc on aurait fini. Non, là, il faut que je ruse autrement. Je vais peut-être adapter un peu ce raisonnement. Je vais adapter la situation, donc en montrant que, donc pour la 1, en revenant à la définition de limite infinie, de la limite qui ferait plus l'infini, montrons que quel que soit grand M strictement positif, il existe un n appartenant, un rang appartenant à grand N, tel que, quel que soit n supérieur ou égal à ce rang, eh bien f de n strictement supérieur à grand M. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Déjà, le grand M qui est ici me dérange un tout petit peu, c'est un réel strictement positif, j'aurais bien aimé un entier. Enfin, en vrai, si j'avais montré ça avec les entiers naturels, pour tout entier naturel ici, si j'avais prouvé ça, ça aurait marché aussi. Mais bon, je vais juste poser K, grand K, égale la partie entière de grand M, le tout plus 1, histoire d'avoir un entier. Et je vais leur expliquer qu'en fait, f étant injective, je vais leur dire que l'image réciproque, je vais bien expliquer la chose, par l'application f de l'ensemble des entiers de 0 à grand K est finie. Alors, je rappelle ce que c'est ça. Peut-être que vous n'avez pas vu la notation, mais même si vous ne l'avez pas vu encore cette notation, vous pouvez comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'ensemble des petits n appartenant à grand N, tels que f de petit n appartiennent à l'ensemble des entiers de 0 à grand K. C'est l'ensemble des entiers naturels qui sont des antécédents d'éléments de cet ensemble par l'application f. C'est l'ensemble des entiers naturels n, des entiers naturels petit n, dont l'image est dans cet ensemble par l'application petit f. Pourquoi je dis que cet ensemble est bien fini? Parce que chacun des éléments de l'ensemble d'arrivée qui est là, eh bien, chacun de ces éléments admet au plus un antécédent par l'application f. Donc en fait, je peux même dire que si chacun admet au plus un antécédent, le nombre d'antécédents au total de ces éléments-là, il est de cardinal, enfin le nombre d'antécédents, je n'ai pas besoin de dire cardinal si je dis le nombre d'antécédents, le nombre d'antécédents de ce paquet, c'est au plus qu'à plus 1. Fini, alors, fini ou vide, hein, voilà. Je mets le cas vide dans fini. Il se peut que les éléments, enfin personne m'a dit, je me souviens plus, personne m'a dit qu'elle était surjective, hein, donc il se peut très bien même qu'ils n'aient pas que de 0 à 10, qu'aucun élément de 0 à 10 n'est d'antécédent par exemple. Voilà. Mais en tout cas, c'est un ensemble qui n'est pas infini. Ok, si c'est un ensemble fini au sens large, fini ou vide, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il existe donc un rang, grand N appartenant à grand N, tel que, pour tout N supérieur ou égal à ce rang, eh bien N n'appartiennent pas à f-1 de 0K. Ça, c'est un ensemble d'entiers naturels fini. Un ensemble fini d'entiers naturels, il y a bien un rang à partir duquel on n'est plus dedans. Je peux explicitement dire, ok, je considère s'il est vide, aucun entier naturel n'est dedans, et s'il est non vide, je prends son maximum, et à partir de son maximum plus 1, il n'y a plus personne qui est dedans, tout simplement. En général, j'ai pas besoin de ce niveau de détail pour un ensemble d'entiers naturels finis.
bah, je peux dire qu'il existe un rang à partir duquel les antinaturels ne sont pas dedans, quoi. Ok, ça veut dire quoi, en fait? Pour tout n supérieur ou égal à grand N, et bah, f de n n'appartient pas, cette fois-ci, à ce que je veux, à savoir 0k. Et ça veut dire quoi, f de n n'appartient pas à 0k? C'est-à-dire que f de n strictement plus grand que k. Et k, je rappelle que c'est la partie entière de m plus 1. Et la partie entière de m plus 1, je rappelle qu'elle est strictement supérieure à grand M. Ok. Donc, on a prouvé que, quel que soit m strictement positif, il existait un grand N, bon bien sûr qui dépend de m, appartenant à grand N, je peux l'appeler aussi n indice grand M pour rappeler cette dépendance, mais bon je ne suis pas obligé ici, tel que pour tout n supérieur ou égal à ce rang, f de n strictement supérieur à grand M. C'est-à-dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de f de n égale plus l'infini. Voilà comment je peux me servir intelligemment, entre guillemets, de l'injectivité de f, plutôt que de faire croire à une croissance, à une stricte croissance. C'est ça en fait l'amalgame que j'ai voulu faire dans les deux cas. Si, je comprends, enfin j'avais oublié pourquoi j'avais... Enfin, parce que le 2, on pourrait se dire, oh, mais l'arnaque du 2, bon, elle est un peu grosse. C'est, vous ayant mis dans la tête, dans le 1, une sorte de croissance qui n'y était pas, personne n'a parlé de stricte croissance de f, eh bien, dans le 2, je vous casse soi-disant la limite infinie en disant la limite qui tendrait vers plus... Enfin, la limite de... Enfin, je sais plus parler. La limite infinie de f de n en plus infini en vous disant, mais regardez, elle n'est pas croissante, là, votre suite. Elle peut ne pas être croissante et quand même tendre vers plus infini. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.